Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour, je m'appelle M. Foné, enseignant de PCT. Le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de 3e. Ça concerne le module 4 de notre programme intitulé Projets et éléments d'ingénierie. La leçon de ce module porte sur les moteurs à combustion interne. Comme objectif, nous avons, n'est-ce pas, les différentes parties d'un moteur à explosion qu'il faut connaître. Nous avons le cycle à 4 temps qu'il faut savoir le décrire. Nous avons le système bielle-manivelle qu'il faut savoir expliquer son fonctionnement et savoir le représenter. Nous avons également les caractéristiques mécaniques et administratives d'un moteur à explosion. Bon, sans toutefois tarder, nous allons passer à la situation problème. Vous avez le document 1 de la figure 1 devant vous qui vous présente un moteur à explosion à 4 temps. Et je m'en vais directement poser les questions. La première, la suivante. Qu'est-ce qu'un moteur déjà? La seconde porte également sur la combustion. Quand parle-t-on d'un moteur à combustion interne? La troisième s'intéresse aux caractéristiques du moteur à combustion interne. Nous ne pouvons pas résoudre directement cette situation problème sans que vous n'ayez des savoir-faire, n'est-ce pas, que vous allez mobiliser pour la résoudre. Avant de continuer, notons déjà que le titre du module porte sur le projet et il est de notre devoir de vous rappeler les généralités sur les projets techniques. Qu'est-ce qu'un projet technique? En 4e, nous avons défini un projet comme un plan. Mais ici, on parle du projet technique. Le projet technique ici concerne, en fait, consiste à fabriquer, à transformer les produits d'usage. Bon. Ici, en 1-2, nous allons définir les types de projets. Parlant des projets techniques, nous avons 3 types de projets techniques. Le premier concerne le projet de vulgarisation. De quoi s'agit-il? Quand on parle du projet de vulgarisation, ici, il s'agit de débattre sur des connaissances réelles, existantes, afin de trouver les solutions. L'exemple, nous avons la pollution au Cameroun. Nous allons continuer avec les projets d'expérimentation. Ici, parlant des projets d'expérimentation, on a besoin d'innover, d'améliorer un produit. Et l'exemple, on a par exemple la conservation, la technique de conservation des aliments. Nous avons également l'amélioration des produits de consommation. Nous avons également le dernier qui concerne le projet de conception. Quant au projet de conception, ici, on a besoin de fabriquer un appareil, soit d'améliorer son fonctionnement, soit également de faire une découverte. Nous avons comme exemple la fabrication d'un filtre à eau. Bon, on ne saurait mener un bon projet sans toutefois suivre une démarche. Ce qui nous permet d'aller en 1-3 les démarches à suivre. Ici, nous n'allons pas nous appesantir sur la démarche, mais le tableau 1 de la page 2 nous présente les différentes étapes des différents projets.
nous avons dans le tableau à 3 colonnes le projet de vulgarisation, qu'on l'a cité plus haut, le projet d'expérimentation, le projet de conception et les différentes étapes qui permettent de mener à bien les différents projets sont inscrits dans ce tableau. Passons maintenant à un autre point. Comment monter un cahier de charge? Parce que nous savons déjà que dans la vie quotidienne, lorsque nous avons un projet à réaliser, il faut un cahier de charge qui en fait représente un contrat entre le demandeur du projet et le réalisateur du projet. Bon, parlant du cahier de charge, nous allons mener une étude déjà d'opportunité pour savoir si un projet est techniquement réalisable. Et pour cela, l'étude d'opportunité comprend donc l'étude économique, organisationnelle, juridique, commerciale, technique et théorique. Comment donc monter un cahier de charge? Bon, déjà, il faut relever que dans un projet, il y a des facteurs négatifs et positifs qui peuvent influencer le projet. Comme facteur d'origine négative, nous avons les menaces qui pèsent sur le projet. Ceci cadre avec les facteurs négatifs d'origine externe. Nous avons la faiblesse du projet. Ici, il s'agit des facteurs négatifs d'origine interne. Comme facteur positif, nous avons ici les forces du projet. Ici, ces facteurs sont d'origine externe. On a également les opportunités du projet. Mais notons déjà que, parlant de l'étude d'opportunité, lorsqu'on réalise une étude d'opportunité, cela aboutit généralement à une étude de faisabilité. Bon, à la page 3, nous allons voir comment mener à bien ou encore monter un cahier de charge à travers le tableau 2 de la page 3. Vous allez constater que dans ce tableau, à 4 colonnes, nous avons les différentes fonctions, à savoir la fonction principale et les fonctions complémentaires dans la première colonne. Dans la deuxième, nous avons l'énoncé de la fonction. Et dans la troisième, nous avons des critères d'appréciation, le but en fait du projet, ou encore le but d'une exigence, si vous voulez. Nous avons à la 4e colonne, nous avons les exigences qui signifient les contraintes. Prenons un exemple très simple. Le tableau-ci, on peut appliquer l'exemple de la fabrication d'un filtre à eau. Et ici, dans la première colonne, nous avons la fonction principale et dans la première et la deuxième, nous allons constater que la fonction principale ici consiste à avoir une eau potable pour un organisme sain. Voici déjà la fonction principale d'avoir un filtre à eau. Comme critère d'appréciation pour cette fonction, nous avons déjà les utilisateurs, nous avons le temps, n'est-ce pas, de filtrage, et le réalisateur du projet va définir le temps de filtrage, et ceci est destiné également à toute personne, n'est-ce pas, qui a besoin, n'est-ce pas, d'avoir du bien-être. Comme par exemple fonction complémentaire 2, nous avons déjà comment sera la forme de notre filtre. Et ceci nous permet déjà à regarder aussi les couleurs. Et ceci parle déjà du plan esthétique, donc l'aspect esthétique du filtre. Ici, on peut regarder dans la couleur, on peut regarder également la forme, et il n'y a que le demandeur du projet qui peut, n'est-ce pas, imposer sa forme et sa couleur. Bon, les autres, on peut continuer selon les critères du demandeur du projet. Mais notez déjà que dans toutes ces fonctions, il faut déjà que le réalisateur du projet puisse satisfaire aux exigences du demandeur. Notons déjà
pour mettre un thème à projet, nous allons passer n'est-ce pas, à la leçon proprement dite, les moteurs à combustion. Déjà, qu'est-ce qu'un moteur? Sachez déjà que lorsqu'on parle d'un moteur, un moteur c'est tout organe qui peut provoquer un mouvement. Autrement dit, un moteur est tout système qui transforme une énergie quelconque en énergie mécanique. Nous pouvons citer donc les différents types de moteurs autour de nous. Nous avons les moteurs électriques qu'on retrouve également dans les jouets, dans les montres. Nous avons également les moteurs à combustion ou encore moteurs thermiques qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans les engins roulants. Bon, ici, on pourra aussi regrouper les différents types de moteurs suivant deux groupes. Nous avons les moteurs à combustion externe et les moteurs à combustion interne. Ici, parlant des moteurs à combustion externe, il faut remarquer que la combustion ici se fait à l'intérieur du moteur même. Contrairement à un moteur à combustion externe où la combustion s'opère à l'extérieur. Comme classification des moteurs à combustion interne, puisque c'est ça qui nous concerne, et c'est ça qui représente même le titre de notre leçon, nous avons les moteurs à combustion, n'est-ce pas, sont des moteurs à piston. Et on distingue deux types de moteurs à combustion interne. Nous avons les moteurs à essence, qu'on appelle généralement les moteurs à explosion. Ici, utilisés dans les petites cylindrées, comme les taxis, les voitures de tourisme. Nous avons également les moteurs à injection, encore appelés moteurs diesel, qui sont utilisés, n'est-ce pas, dans les cylindrées lourdes, dans les grosses cylindrées comme tracteurs, bus communs et les camions. Bon, notons déjà que, parlant des moteurs à combustion, à explosion, autant pour moi les moteurs à essence. Ici, les moteurs à essence, dans ces moteurs-là, il y a les carburateurs. Il y a un carburateur dans lequel le mélange air-essence se prépare pour être introduit, n'est-ce pas, dans la chambre de combustion, à savoir dans le cylindre. Alors que dans les moteurs diesel ou encore moteurs à compression, nous avons plutôt un injecteur qui remplace le carburateur. Et ici, grâce à la compression de l'air, alors il y a une chaleur qui se produit et elle nécessite directement une inflammation du combustible, n'est-ce pas, du combustible carburant. Et c'est ça, on voit donc au niveau de la bougie comment il y a production des étincelles. Nous allons maintenant décrire sur le plan schématique les moteurs. Notons déjà que nous distinguons les moteurs à deux temps, les moteurs à combustion interne à deux temps et les moteurs à combustion interne à quatre temps. Bon, la figure 2 nous montre la page 4 nous montre les moteurs à combustion interne à deux temps. Vous allez constater qu'ici, nous avons la bougie, nous avons le canal de transfert, nous avons l'orifice d'échappement et l'orifice également d'admission. Nous avons également le cylindre, nous avons le vilebrequin, la bielle, le piston. Et un peu plus bas, nous avons le schéma du moteur à combustion, n'est-ce pas? Combustion interne à quatre temps. La figure 3 nous montre les différentes parties. On voit les mêmes parties que précédemment. À la seule différence qu'ici, nous avons les orifices d'admission et d'échappement que nous avons vus dans les moteurs à deux temps sont remplacés par les soupapes et les pipes d'échappement et d'admission. Et sont situés de part et d'autre, n'est-ce pas, du moteur, du cylindre, si vous voulez. Bon. Comme principe de fonctionnement des moteurs à piston,
nous avons ici, dans les moteurs à piston, nous avons le système bielle et manivelle. La figure 4 de la paille sain nous montre également un système qui est constitué de la bielle. OB représente en fait la manivelle ou encore le vilebrequin. BC représente ici la bielle. Vous allez constater que ici, le cercle que vous voyez là représente le cercle, la trajectoire décrite par le vilebrequin ou manivelle lorsque le moteur fonctionne. Vous avez également ici le piston, ici, qui effectue une translation alternative, c'est-à-dire un mouvement va-et-vient entre deux points. Et lorsque ces pistons effectuent ce mouvement de translation, la manivelle ou le vilebrequin effectue un mouvement de rotation au même moment. Ce qui nous permet de voir qu'il y a un mécanisme, n'est-ce pas, qui est réversible entre, n'est-ce pas, le piston, la bielle, la manivelle. Ceci nous permet de voir également en figure 5, vous allez constater que dans la figure 5, nous avons ici le piston, dans le schéma A, nous avons le piston qui est en fait au point mort O. Le PMH représente le point mort O. Et ici, vous allez constater que la bielle qui est en fait AB et la manivelle qui est OA sont presque alignées. Bon, dans le schéma B, toujours de la figure 5, nous avons également le piston qui est plutôt au-dessus, qui occupe le niveau le plus bas, qu'on appelle également le point mort bas, PMB en abréviation. Et vous allez constater également que la bielle et la manivelle sont toujours alignées. On peut déjà déduire de ces deux schémas, n'est-ce pas, le déplacement ou encore la longueur parcourue par le piston quand celui-ci effectue un déplacement d'un point mort à un autre. C'est ce qui nous permet donc de constater que lorsque le piston quitte du point mort haut, par exemple, au point mort bas, alors ce piston-là décrit une longueur qui est égale à 2 fois le rayon. Le rayon ici représente OA de la figure, n'est-ce pas, de la figure 5 des deux schémas A et B. Nous avons ici le rayon représente OA et qui représente la longueur du bras de la manivelle. Ici, parlant déjà du point mort O, que représente le point mort O déjà? Il faut déjà savoir que le point mort O représente le point le plus haut que le piston peut occuper, alors que le point mort bas représente le point le plus bas que peut occuper le piston. Notons déjà que dans la figure 5, vous allez constater que lorsque le piston occupe le point mort haut, on a un petit espace au-dessus du piston qui représente en fait un petit volume, petit v, qui représente le volume du cylindre lorsque le piston est au point mort haut. Ce volume-là est réduit. Alors que dans le schéma B, vous allez constater que lorsque le piston est au point mort bas, vous allez constater que le volume du cylindre est, n'est-ce pas, est augmenté. Et dans ce cas, on va noter ce volume-là grand V comme volume du cylindre. Bon. Et nous allons constater donc que le point mort bas comme le point mort haut représente, n'est-ce pas, les points extrêmes occupés par le piston au cours de son déplacement. Notons déjà que le rayon qu'on a noté tout à l'heure, OA, grand égal à OA, représente, n'est-ce pas, le bras de la manivelle. Notons également que pour un moteur à explosion, nous avons comme moteur à essence qui utilise les engins, n'est-ce pas, légers, et ces moteurs-là présentent un carburateur. Notons également qu'en résumé que dans les moteurs à compression, comme les moteurs diesel, on n'a pas des carburateurs, on a plutôt les injecteurs qui viennent remplacer les carburateurs.
tout à l'heure, il reviendrait à vous et vous allez profiter déjà pour souffler. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour une fois de plus et bon retour mes chers apprenants. Bon, tout à l'heure nous avons vu les parties d'un moteur et comment fonctionne le système bielle-manivelle. Il est question maintenant de savoir comment fonctionne le moteur du point de vue technique. Bon, nous allons trouver les éléments de réponse dans la description du cycle d'un moteur à 4 temps. Observez déjà la figure 6. De la page 6, figure 6, nous avons les 4 temps d'un moteur à explosion pour un cycle à 4 temps. Nous avons le premier temps, nous avons le deuxième temps, nous avons le troisième temps, nous avons le quatrième temps. Bon, au premier temps, c'est le temps qui est appelé admission. Et ici, nous avons le mélange air et essence qui doit entrer par la soupape d'admission et entrer dans le cylindre. Le piston va quitter du point mort haut au point mort bas. Ceci représente le premier temps. Au deuxième temps, nous avons le piston qui va remonter du point mort bas au point mort haut en comprimant le mélange air-essence. Et ici, nous avons appelé ce temps-ci la compression. La suite des temps, c'est le troisième temps. Et dans le troisième temps, les deux soupapes, à savoir la soupape d'admission et la soupape d'échappement, sont fermées. Le piston quitte donc du point mort haut vers le point mort bas et il y a inflammation, c'est-à-dire au niveau de la bougie, on constate une explosion et une détente puisque les gaz qui étaient comprimés au deuxième temps sont détendus. Lorsque le piston descend, alors le volume augmente. Raison pour laquelle ici on parle d'une détente des gaz et également on parle ici d'une combustion parce qu'on observe, n'est-ce pas, la bougie, au niveau de la bougie, la production des étincelles. Nous avons également le quatrième temps, encore appelé échappement. Et dans ce temps, nous avons le piston qui va quitter du point mort bas au point mort haut. Ici, la soupape d'échappement s'ouvre pour libérer, n'est-ce pas, les gaz qui ont été brûlés au troisième temps. Ici marque la fin du cycle et un nouveau cycle peut recommencer. Donc ceci concerne en fait un cycle à 4 temps. Bon, on va observer également pour les moteurs diesel ou encore les moteurs à injection les mêmes phénomènes à la seule différence que dans les moteurs diesel, au premier temps, nous avons l'admission du combustible dans le cylindre et nous avons l'admission de l'air, autant pour moi, dans le cylindre et qui va pousser le piston vers le bas
c'est-à-dire le piston va quitter du point mort haut au point mort bas. Même au deuxième temps, on va constater que l'air qui a été pénétré, n'est-ce pas, dans la chambre de combustion, dans le cylindre, sera cette fois-ci comprimé. Et cet air-là sera maintenant chaud. Ça va provoquer donc une chaleur dans la chambre de combustion. Ici représente le deuxième temps qu'on appelle temps de compression d'un moteur diesel, dans un moteur diesel. On va également constater qu'au troisième temps, il y aura injection et inflammation de l'air grâce à la chaleur qui s'est produite au deuxième temps. Donc nous constatons que ce soit le moteur diesel ou le moteur essence, qu'au troisième temps, il y a combustion, il y a explosion. On parlera donc que le troisième temps constitue le temps moteur parmi les 4 temps. Et les autres temps sont des temps résistants. Bon, nous allons également regarder comment les soupapes se comportent. Déjà, il faut noter que ce qui commande l'ouverture ou la fermeture d'une soupape sont les cames. Les cames permettent d'ouvrir ou de fermer la soupape, les soupapes si vous voulez. Et nous allons noter également que dans un moteur à 4 temps, chaque soupape s'ouvre une seule fois. Ceci nous permet de constater que la came, qui est également l'arbre à came, qui effectue aussi un mouvement de rotation comme le vilebrequin, pendant un cycle à 4 temps, effectue 2 tours. Effectue un tour, autant pour moi, parce que ici, lorsque la soupape d'admission et la soupape d'échappement s'ouvrent une seule fois, on constate demi-tour par ouverture, ce qui fait donc un tour pour l'arbre à came dans un cycle à 4 temps. À l'opposé, nous avons le vilebrequin pendant le même cycle qui doit plutôt effectuer 2 tours complets. Parce que ici, à chaque temps, le vilebrequin va effectuer un demi-tour. Nous savons ici, comme nous avons 4 temps, cela suppose que pour les 4 temps, si déjà pour un temps, nous avons demi-tour pour le vilebrequin, alors pour les 4 temps, nous aurons au total 2 tours. Ceci nous permet de trouver une relation qui existe entre le nombre de tours effectués par le vilebrequin et le nombre de tours effectués par l'arbre à came. On va donc constater que durant un cycle à 4 temps, lorsque le vilebrequin va effectuer 2 tours complets, pendant le même moment, l'arbre à came effectuera plutôt un tour, ce qui nous permet de trouver la relation NV sur NC égale à 2. Petit NV représente le nombre de tours effectués par le vilebrequin, petit NC représente le nombre de tours effectués par l'arbre à came. Cette relation, ce rapport-ci, sera également conservé en termes de vitesse. On pourra également attribuer grand NV pour la vitesse de rotation du vilebrequin et grand NC pour la vitesse de rotation de l'arbre à came. Et on va aussi constater que le rapport petit nv sur petit nc est égal au rapport grand nv autant pour moi, sur grand nc. Et ce rapport-là donne 2. Ceci nous permet donc de trouver que grand nc, qui représente la vitesse de l'arbre à came, est la moitié de la vitesse de rotation du vilebrequin. Cela a été encadré. Et ici, nous avons également NV, qui représente grand NV, qui représente la vitesse de rotation du vilebrequin, grand NC, la vitesse de rotation de l'arbre à came, petit NV, le nombre de tours du vilebrequin, et petit NC, le nombre de tours effectués par l'arbre à came. Nous allons donc, en résumé, dire simplement que pour un cycle à 4 temps, le vilebrequin effectue 2 tours, tandis que l'arbre à came effectue un tour. Donc, ceci peut aussi être constaté dans un cycle à 2 temps. Mais dans un cycle à 2 temps, on va constater que le vilebrequin effectuera plutôt
un seul tour pendant que l'arbre à camme effectuera demi-tour. Tout simplement parce que chaque temps correspond à un demi-tour effectué par le vilebrequin. Bon, nous allons également passer à notre paragraphe concernant cette fois-ci les caractéristiques mécaniques d'un moteur. Il faut déjà savoir qu'ici, parlant des caractéristiques d'un moteur, nous avons les caractéristiques administratives et les caractéristiques mécaniques. Connaissant les caractéristiques mécaniques, nous avons ici la course de piston que nous avons calculée plus haut, qui est C, qui était égal à C, qui est égal à 2 fois la longueur du bras de la manivelle. Nous avons également ici, comme une autre caractéristique mécanique, l'alésage. L'alésage ici représente le diamètre intérieur du cylindre. Nous avons aussi comme une autre caractéristique mécanique du moteur, nous avons la cylindrée. Et ici, on distinguera un peu plus tard, plus loin, la cylindrée unitaire et la cylindrée totale. Nous avons enfin la dernière caractéristique qui représente le taux de compression. Notons déjà ceci. Parlant de la cylindrée unitaire, qui est une caractéristique mécanique, comment elle se calcule? Plus haut, nous avons vu que lorsque le piston est au point mort haut, au-dessus de ce piston-là, l'espace qui est au-dessus du piston, n'est-ce pas, représente le cylindre, le volume du cylindre, petit v. Le volume est réduit. Et lorsque le piston est au point mort bas, l'espace qui est au-dessus du piston est augmenté. Et on peut noter ça grand V. Donc, petit v représente le volume du cylindre lorsque le piston est au point mort haut. Et grand V représente le volume au-dessus du piston lorsque le piston est au point mort bas. Ceci nous permet donc de trouver la différence entre les deux volumes. Grand V moins petit v représente ce qu'on appelle la cylindrée unitaire. Notons ici que quand on parle de cylindrée unitaire, on peut utiliser cette formule pour calculer la cylindrée ou encore le volume dans le cas où on a un moteur monocylindrique. Parlant des moteurs polycylindriques, il faut simplement multiplier, n'est-ce pas, la cylindrée unitaire par le nombre de cylindres. Et cela va nous permettre de décrire simplement que la cylindrée unitaire est égale à grand V moins petit v. Ici, on peut aussi calculer la cylindrée unitaire avec une autre formule. Connaissant la formule du volume d'un cylindre, nous avons vu, n'est-ce pas, une compétence transversale nous permet d'exprimer le volume du cylindre comme pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Notons que lorsqu'on fait une transposition dans notre cours, nous allons constater que ici, l'alésage étant le diamètre, alors le rayon est égal à cet alésage divisé par 2. Lorsqu'on élève le rayon au carré, on trouvera A carré sur carré. Ici, la hauteur ici représente le déplacement effectué par le piston. Donc, il s'agit ici de la courbe de piston C. Ce qui nous permet donc de revenir remplacer dans la formule V qui est égale à pi fois R carré fois H. On va donc retrouver que la cylindrée unitaire peut aussi s'exprimer d'une autre façon comme pi A carré sur carré fois C. Ici également, nous avons A, comme on l'a dit plus haut, A représente le diamètre intérieur du cylindre en centimètres. Nous avons ici C qui représente la course du piston en centimètres. Donc ici, la cylindrée unitaire sera exprimée en centimètres cubes. Bon, sachant que nous avons la cylindrée unitaire pour n cylindres, on peut obtenir la cylindrée totale égale à n fois la cylindrée unitaire. Bon, une autre caractéristique mécanique, c'est le taux de compression. Comment calculer le taux de compression? Notons déjà que, parlant du taux de compression ici,
Il représente le rapport volumétrique entre le grand volume et le petit volume. C'est-à-dire entre le volume du piston, c'est-à-dire le rapport du volume du cylindre lorsque le piston est au point mort bas, par le volume du cylindre lorsque le piston est au point mort haut. Le taux de compression n'a pas d'unité. Bon, d'autres formules nous permettent de calculer également le taux de compression. Connaissant la cylindrée unitaire, on peut aussi exprimer grand V en fonction de la cylindrée unitaire et du petit volume. Et on va donc constater que grand V peut aussi exprimer comme C unitaire plus petit v. Et la formule du taux de compression revient à cylindrée unitaire plus petit v divisé par petit v. On peut aussi exprimer petit v en fonction de la cylindrée unitaire et grand V. Nous avons dans la formule mais C unitaire qui est égal à grand V moins petit v. Dans cette formule-ci, lorsqu'on peut trouver également petit v qui est égal à grand V moins C unitaire. Ce qui nous permet de trouver le taux de compression comme grand V sur grand V moins CU. Nous avons donc trois formules qui nous permettent de calculer le taux de compression. Mais notons déjà que chaque formule, pour appliquer une de ces trois formules, il faudrait que, par exemple, pour la première, qui est ceci, grand V sur petit v, que vous ayez grand V et petit v, que vous ayez leurs valeurs, afin de les appliquer, afin de remplacer dans cette formule pour trouver, n'est-ce pas, le taux de compression. Connaissant la deuxième formule, cylindrée unitaire plus petit v sur petit v, ici, vous avez besoin de deux paramètres, à savoir la cylindrée unitaire et la valeur du petit volume pour calculer le taux de compression. Nous avons également la dernière formule qui permet de calculer aussi le taux de compression, connaissant cette fois-ci grand V et la cylindrée unitaire. Il est question ici, chaque fois quand vous êtes face à un problème, de vous poser les questions, de vous demander qu'est-ce que j'ai sous la main, qu'est-ce qu'on me demande, et de savoir laquelle des formules il faut utiliser. Lorsqu'on essaie un peu de descendre en 2.6, nous allons constater que il n'existe pas simplement la puissance mécanique, nous avons également la puissance administrative. Et cette fois-ci, parlant de la puissance administrative ou encore puissance fiscale d'un moteur, ceci concerne, n'est-ce pas, les véhicules. Et cette puissance-ci est inscrite, n'est-ce pas, sur la carte grise des véhicules. C'est en fait, quand on parle de carte grise, il s'agit ici d'un certificat d'immatriculation du véhicule. Et il faut également noter que cette puissance fiscale ou encore appelée puissance administrative s'exprime en cheval fiscal en abrégé CV. Contrairement à la puissance mécanique qui s'exprime en cheval vapeur ou en watts. Il ne faut pas confondre. Bon, nous venons donc de noter que dans la puissance administrative, nous avons le cheval fiscal qui représente son unité. Et la cylindrée totale représente la seule caractéristique qui est prise en compte dans cette puissance, dans le calcul de la puissance administrative. Nous ne pouvons pas simplement parler des avantages d'un moteur à combustion interne. Sachez aussi que ces moteurs-là, n'est-ce pas, présentent les inconvénients. Nous avons également en 2.6.2 moteur de combustion interne et pollution. Et ici, on peut citer les sources de pollution comme polluants des sols et des eaux. Nous avons ici les huiles de vidange, nous avons des gaz, en fait nous avons des huiles de vidange, nous avons en fait des métaux usés qui viennent polluer les sols et même les eaux. Nous avons également comme polluants atmosphériques ou de l'air, nous avons le monoxyde de carbone, nous avons l'azote, nous avons l'oxyde de soufre, le plomb, qui vient, n'est-ce pas, polluer l'air et
Également, notons que cette pollution entraîne les conséquences sur l'environnement que sur la santé humaine. Parce qu'ici, nous aurons des personnes qui ont des troubles respiratoires, l'asphyxie, en fait, engendrée, n'est-ce pas, par les pollutions atmosphériques. Les sites d'application, nous allons passer pour vérifier si les acquis ont été, n'est-ce pas, mémorisés. Bon, permettez-moi de lire. Soit le moteur monocylindrique du moto. Le volume du cylindre au-dessus du piston est 23 cm3. Lorsque celui-ci est au point mort haut et 173 cm3 lorsqu'il est au point mort bas. Calcule le taux de compression du moteur, sa cylindrée et son alésage, sachant que sa couche de piston est égale à 8 cm. Directement, on va passer à la résolution. Dans cette donnée, dans cet énoncé, nous constatons que grand V déjà, c'est le plus grand volume qui est 173 cm3. C'est ce qu'on va écrire quand on va rédiger. Et petit v est égal à 23. Nous savons que le rapport, le taux de compression, n'est-ce pas, se calcule par grand V sur petit v, parce que ce sont les données que nous avons sous la main. Lorsqu'on remplace donc grand V et petit v par leurs valeurs respectives, nous allons trouver donc 173 sur 23, qui va nous permettre de trouver taux de compression égal 7,52. On nous demande également de calculer la cylindrée. Ici, on n'a pas précisé s'il s'agissait d'un moteur polycylindrique. Donc ici, puisqu'on n'a pas précisé, il s'agit de la cylindrée unitaire. Et connaissant les deux volumes, nous savons que la cylindrée unitaire est donnée par la relation grand V moins petit v. Ça fait donc 173 moins 23, ce qui nous permet de trouver 150 cm3. Dans la troisième question, on nous demande l'alésage qui représente en fait le diamètre intérieur du cylindre. Nous connaissons que connaissant la cylindrée unitaire qui s'exprime en fonction de l'alésage et de la couche de piston, nous avons cylindrée unitaire qui est égale à pi a carré c sur 4. Dans cette formule, nous pouvons tirer l'alésage qui est A. Ça fait donc racine carrée de 4 fois parenthèse grand V moins petit v sur pi c. En appliquant numériquement, nous allons trouver donc petit a est égal à 4,89 cm. C'est en centimètres. Bon, mes chers apprenants, vous êtes capables de résoudre la situation qui a été posée, n'est-ce pas, à l'entame, n'est-ce pas, de notre leçon. Bon, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de notre leçon. Bonne journée à vous.